Le jour où Antoine Dubois est entré dans la salle de réunion conformité et a qualifié mon équipe de bruit de fond avec une bonne mutuelle, j'ai su que l'entreprise était sur une lente marche vers l'autodestruction. Il avait cette énergie arrogante de MBA fraîchement diplômé, col relevé, cheveux gominés comme s'il se préparait pour une pub de parfum importé, et des yeux qui parcouraient l'organigramme de l'entreprise comme on fait les soldes. Fils du directeur financier, fraîchement nommé directeur de l'optimisation stratégique, peu importe ce que cela signifiait, il ne serrait pas les mains. Il faisait ses saluts à l'américaine, balançait des termes comme synergie dynamique et dégraissait tout en buvant un jus vert à 8 €, comme s'il avait inventé Excel. Personne ne lui avait demandé de parler à cette réunion. Personne ne l'en a empêché non plus. Il a présenté un PowerPoint intitulé « Objectif d'efficacité phase 1 ». La phase 1, j'ai vite découvert, c'était moi. Si vous aimez les histoires de vengeance comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Cela aide beaucoup notre travail. J'étais la responsable officielle de la certification SOC2 depuis 7 ans. 7 ans à construire des contrôles de risque avec créativité et dévouement, à voir les failles de sécurité nous frôler comme des ouragans, à documenter chaque scénario cauchemardesque qu'un fournisseur de cloud pouvait nous lancer. J'avais 2 audits externes à mon actif, qui s'étaient terminés sans aucune faille signalée. Je tenais un dossier intitulé « Si vous me virez, lisez ceci en premier ». Personne n'avait jamais ouvert ce dossier. Antoine ne savait même pas ce que SOC2 signifiait. Je l'ai vu chercher sur Google une fois pendant la réunion. Ce matin-là, alors qu'il se tenait là, souriant avec la Rolex héritée de son père au poignet, qualifiant la conformité de fonction de soutien interne et suggérant d'automatiser la supervision à l'aide d'un bot, il a dit que mon département, mon équipe était redondant, pléthorique, 42 000 € par an d'économie. S'est-il vanté? Ça fait un bon bonus? Quelqu'un a ri, pas moi. J'ai juste rebouché mon stylo et dit « On a terminé ici ». Antoine est sorti de la réunion avec son tableur et un hochement de tête convaincu. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau dossier. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était le protocole. J'ai commencé à sauvegarder des fichiers. J'ai documenté chaque jeton d'accès, chaque désignation officielle de conformité, chaque clause où mon nom apparaissait comme responsable légal. La plupart de l'entreprise ne réalisait pas que tout le cycle d'audit SOC2 dépendait encore de ma désignation formelle. Chaque renouvellement, chaque soumission trimestrielle, chaque case cochée avait Camille Laurent comme contact désigné à côté. Personne ne m'avait remplacé. Personne ne le pouvait sans notifier le conseil et remplir une réaffectation formelle. Mais Antoine ne le savait pas. Diable, il n'avait même pas vérifié. Au début, j'ai cru que quelqu'un arrêterait le train, que peut-être les RH hésiteraient, que le PDG, Édouard, qui m'avait un jour appelé le pare-feu de l'entreprise, lèverait la main. Mais rien. En fait, les RH ont envoyé un formulaire de reclassification 2 jours plus tard. Mon nouveau titre, coordinatrice de conformité. Mon accès était restreint. Mon invitation aux réunions de direction a disparu du jour au lendemain. J'ai hoché la tête. Aucune plainte. J'ai même félicité Antoine dans le couloir quand il s'est vanté d'avoir atteint son premier objectif d'efficacité. Il m'a fait un pistolet avec les doigts et m'a appelé ma petite Camille. Alors, j'ai imprimé la lettre de désignation SOC2, l'original signé par le Conseil en 2021, et je me la suis envoyée par email, avec horodatage. Puis, j'ai imprimé 2 copies. L'une est allée dans mes archives personnelles, l'autre dans un dossier intitulé « Risque de continuité ne pas détruire » et je l'ai laissée discrètement dans la salle d'archives partagée du service juridique. Je n'en ai parlé à personne. Vous voyez, les gens pensent que la vengeance est bruyante, qu'elle a besoin de cris et de portes qui claquent, et de longs discours de départ sur le fait que personne ne vous apprécie. Mais personne ne fait attention à une mèche non plus jusqu'à ce qu'elle soit allumée. C'était un mardi. Bien sûr que c'était un mardi. Le genre de jour qui sent le café brûlé et les rêves brisés. Antoine, avec sa veste en sweat de marque et le parfum préféré de son père, est passé à la diapositive 6 de sa présentation comme s'il révélait le remède contre le cancer. Titre: Rationalisation opérationnelle cible de la phase 1. J'étais assise en plein centre de la table, flanqué de 2 membres de mon équipe de conformité désormais condamnés, sentant déjà la guillotine derrière sa rhétorique suffisante. Mon œil gauche a tremblé au moment où j'ai vu le nom de mon propre département sous la colonne redondance ciblée. Il n'a même pas eu la décence d'écrire mon nom correctement, juste responsable supervision C. Elle.
Bonjour à tous, commença-t-il comme si nous allions discuter du menu du déjeuner. J'ai identifié notre première grande victoire. La conformité, comme nous le savons, est de plus en plus numérique. Des outils comme Lexibot et Certify signifient désormais que nous n'avons plus besoin d'autant de personnes sur le terrain. Nous pouvons supprimer 2 postes à temps plein, consolider les fonctions et reclassifier le poste de supervision pour une économie annuelle projetée de 42 000 €. Il leva les yeux et sourit. C'est presque assez pour payer une nouvelle voiture, les amis. Je l'ai dévisagé comme s'il venait de commettre une gaffe impardonnable. Personne n'a ri, mais quelques gloussements étouffés sont venus du côté de la table du marketing. Il a continué sans perdre le rythme. Nous transférerons les responsabilités de supervision à un tableau de bord automatisé. Vous aurez toujours de la visibilité, Camille. Il fit un geste dans ma direction, comme si j'étais la plante verte du bureau. Vous n'êtes pas renvoyé, juste repositionné. Repositionné, comme si j'étais un meuble. La conformité concerne les structures, continua-t-il, pas les visages. C'est alors que j'ai réalisé 2 choses. Premièrement, Antoine ne comprenait pas ce que je faisais, pas du tout. Et deuxièmement, personne dans la pièce n'allait l'arrêter. Edward, le PDG, clignait des yeux devant l'écran comme si c'était dans une autre langue. Les RH évitaient mon regard. La stagiaire du service juridique tapait quelque chose et hochait la tête. Mes subordonnés directs étaient figés, attendant que je dise quelque chose. N'importe quoi. Je n'ai rien dit. À la place, j'ai débouché mon stylo, j'ai écrit le mot « supprimer » dans la marge de mon bloc-notes. J'ai mis un point sur le « i » de responsabilité pour m'amuser. Puis j'ai souri. Petit, professionnel, létal, compris, ai-je dit. C'est tout ce qu'il y a eu. Aucune protestation, aucun discours. Juste le clic silencieux de mon ordinateur portable, se fermant, alors que je me levais de la table et sortais de la pièce. Antoine parut légèrement confus, comme s'il attendait un câlin ou un trophée. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai commencé à télécharger chaque rapport d'audit des 4 dernières années. Protocole SOC2, journaux d'accès, plan de réponse aux incidents, piste de gestion des changements, tout. J'ai chiffré une copie sur mon disque personnel et une autre sur une clé USB externe. Puis j'ai ouvert le plan de continuité des activités, ce document ennuyeux de 300 pages que personne n'avait lu depuis son approbation, 3 ans plus tôt. Je suis allé à la section 9.7 et j'ai relu la clause que j'avais moi-même écrite lors d'une révision de routine. Toute révocation du responsable de conformité désigné doit être formellement remplacée par résolution du Conseil dans les 14 jours civils. Ne pas le faire annule le statut d'audit rétroactivement à la date de la vacance. Simple, élégant, mortel. Personne ne l'avait lu. Personne ne le saurait avant qu'il ne soit trop tard. J'ai sauvegardé une copie supplémentaire du plan dans le fichier personnel et une autre dans le cloud. Puis je me suis envoyé un email avec la désignation originale en pièce jointe. Objet, sauvegarde de documentation critique. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'impulsivité. C'était construire une sortie de secours avant que le bâtiment ne prenne feu. 2 semaines après la réunion, j'ai reçu l'email officiel. Objet, mise à jour de la structure organisationnelle. Je l'ai ouvert en sachant exactement ce que je verrais. Votre poste a été reclassifié dans le cadre de notre initiative d'optimisation stratégique. Votre nouveau titre est coordinatrice de conformité, rattachée au directeur des opérations. Nous vous remercions de votre flexibilité pendant cette transition. Flexibilité, comme si j'avais eu le choix, comme si quelqu'un m'avait demandé. J'ai imprimé l'email, je l'ai agrafé à une copie de ma désignation originale et j'ai tout archivé dans un dossier intitulé « Transition 2025 ». Je n'ai rien dit, je ne me suis pas plainte. J'ai juste continué à venir, à faire mon travail avec la même précision que toujours, pendant qu'Antoine paradait dans les couloirs comme un paon conquérant. Il avait une nouvelle assistante maintenant, une fille nommée Julie qui venait à peine d'être diplômée et passait ses journées à prendre des notes pendant qu'il pontifiait sur les métriques d'efficacité. Je l'ai vu quand il a essayé d'accéder au système d'audit pour la première fois. Il n'a pas pu entrer. Bien sûr que non. L'accès était lié à ma désignation officielle, qui n'avait toujours pas été transférée. Il m'a appelé sur Slack. « Salut ma petite Camille, j'ai du mal à accéder au fichier de conformité. Tu peux m'aider ?» J'ai répondu en 3 minutes. « Bien sûr, Antoine. L'accès nécessite une approbation formelle du Conseil. As-tu rempli le formulaire de transfert de désignation ?» Silence, puis « Quel formulaire ?» J'ai envoyé le lien
vers le protocole de transfert de responsabilité. C'était un document de 12 pages qui exigeait les signatures du conseil, l'approbation du service juridique et une notification formelle aux auditeurs externes. Personne n'avait rien fait de tout cela. Antoine a lu la première page et a répondu « Ça ne peut pas être simplifié ?» J'ai répondu « Pas sans violer les directives de l'audit ». Il n'a pas répondu après ça. Les jours s'écoulaient dans une routine étrange. J'allais travailler. J'accomplissais mes nouvelles fonctions réduites. Je déjeunais seul à l'espace restauration du centre commercial de la Défense en lisant des articles sur le conseil en indépendant. Antoine, pendant ce temps, planifiait des réunions avec des fournisseurs de logiciels d'automatisation, présentait des projections au conseil, recevait des tapes dans le dos de son père. Personne ne semblait remarquer que le système fonctionnait parce que j'étais toujours là, maintenant toujours tout sur les rails, étant toujours la seule personne qui comprenait vraiment comment cette machine fonctionnait. Ce qu'il voyait, c'était l'efficacité, des économies de coûts, la modernisation. Ce que je voyais, c'était une bombe à retardement avec un minuteur silencieux. Le 20e jour après ma reclassification, j'ai reçu un email de notre auditeur externe, une société appelée Martin & Associés. Objet, confirmation de contact pour le renouvellement annuel SOC2. Cher Camille Laurent, conformément aux termes de notre contrat d'audit, nous devons confirmer que vous restez la responsable de conformité désignée. Veuillez confirmer ou fournir les coordonnées mises à jour avant le 15 mars. J'ai lu l'email 3 fois, puis j'ai vérifié le calendrier. 15 mars, il restait 11 jours. J'ai transféré l'email à Antoine et mis le service juridique en copie. J'ai ajouté une seule ligne, pour information et action nécessaires. Antoine a répondu 4 heures plus tard. On peut en discuter lundi. On était jeudi. J'ai répondu, bien sûr. Puis j'ai sauvegardé l'email dans un dossier spécifique intitulé « Correspondance avec auditeur externe ». Je construisais un dossier, une trace écrite, un historique de négligence qui serait indiscutable le moment venu. La réunion du lundi n'a jamais eu lieu. Antoine l'a annulée, puis reprogrammée, puis annulée à nouveau. La date limite du 15 mars est passée. Martin & Associés a envoyé un rappel, puis un autre. Dans le 3e email, le ton a changé. Objet, urgent statut de conformité en danger. Cher Édouard Martin, nous n'avons pas reçu de confirmation du responsable de conformité désigné comme l'exige notre contrat. Sans cette confirmation, nous ne pouvons pas procéder au renouvellement de la certification. Le statut d'audit actuel sera considéré comme invalide à compter du 22 mars. Cet email a été envoyé au PDG, au DAF, au service juridique et à moi. Antoine m'a appelé 5 minutes plus tard. « Camille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi disent-ils que l'audit est en danger ?» J'ai pris une gorgée de mon café avant de répondre, parce que personne n'a rempli le transfert formel de désignation. J'ai envoyé le protocole il y a 3 semaines. « Mais tu es toujours là, protesta-t-il. Tu peux toujours signer, non? » « Non, Antoine. Je ne peux pas. Ma désignation a été révoquée lorsque mon poste a été reclassifié. La nouvelle désignation doit venir du conseil. Tu le savais? Silence au bout du fil. Puis, personne ne me l'a dit. C'est dans le protocole que j'ai envoyé. Et dans le plan de continuité, section 9.7. Il a raccroché. 10 minutes plus tard, il y avait une réunion d'urgence prévue pour cet après-midi. Tous les directeurs, le juridique, les RH, je n'étais pas invité. Je n'avais pas besoin de l'être. Je savais exactement ce qui se passait dans cette salle. Panique, culpabilité, recherche frénétique d'une solution rapide. Je suis resté dans mon open space, répondant à des emails de routine, organisant des fichiers, gardant mon calme pendant que le chaos bouillonnait 3 étages au-dessus. Mon téléphone a vibré. Message d'une collègue du juridique. Ils essaient de faire approuver une désignation d'urgence. Antoine est désespéré. Édouard est furieux. J'ai répondu avec un emoji aux yeux écarquillés. Rien de plus. J'ai posé le téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. J'avais reçu 3 offres de conseil cette semaine-là. L'une d'elles venait d'une entreprise technologique en pleine expansion qui avait besoin de quelqu'un pour construire un programme de conformité à partir de 0. Salaire de départ de 10 000 € par mois, plus bonus. Autonomie totale. J'ai marqué l'email d'une étoile. À 17 h, j'ai reçu un email des RH. Objet, demande de réunion urgente. Camille, nous avons besoin de votre assistance sur une question de transition. Veuillez vous présenter à la salle de conférence 3 demain à 9 h. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé l'email marinaire pendant 2 heures,
pendant que je terminais mon travail, rangeais mon bureau, éteignais mon ordinateur. À 19 heures, alors que le bureau était presque vide, j'ai répondu « Je serai là ». Court, professionnel. Mais à l'intérieur, je souriais. Ils avaient besoin de moi maintenant. Ils avaient besoin que je répare le gâchis qu'ils avaient créé. Ils avaient besoin que je sois flexible, coopérative, solidaire. Et je le serais. Jusqu'à un certain point. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne n'avait encore réalisé, c'est que la clause 9.7 avait un minuteur. 14 jours pour le transfert formel. Nous avions déjà dépassé les 21 jours. La fenêtre s'était refermée. Le statut d'audit était officiellement compromis. Et il n'y avait pas de solution rapide, pas de raccourci, pas moyen de défaire ce qui était déjà fait. J'ai descendu les escaliers de l'immeuble de bureau. Je suis sorti dans la nuit parisienne où la circulation bouillonnait et la ville pulsait de son énergie chaotique. J'ai acheté un sandwich dans un food truck. Je l'ai mangé assise sur un banc de la place en regardant les lumières des immeubles s'allumer une à une. Quelque part là-haut, dans une salle de réunion, ils essayaient encore de trouver une issue. Mais il n'y avait pas d'issue, seulement des conséquences. La salle de conférence 3 sentait le café fort et le désespoir à peine dissimulé. Je suis arrivé exactement à 9 heures, n'emportant que ma tablette et une bouteille d'eau. Antoine était déjà là, assis au bout de la table avec la cravate desserrée et des cernes qui suggéraient une nuit blanche. Le directeur juridique, Marc Leclerc, feuilletait une pile de papier d'un air tendu. La directrice des RH, Patricia Moreau, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Édouard n'était pas présent. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le PDG laissait ses subordonnés gérer le gâchis. « Camille, merci d'être venue », commença Patricia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons besoin de votre aide pour résoudre un problème administratif. » Je me suis assise. J'ai croisé les mains sur la table et j'ai attendu. Le silence est souvent plus puissant que les mots. Marc s'est éclairci la gorge. Comme vous le savez, il y a eu une lacune dans le processus de transfert de désignation de conformité. Les auditeurs externes exigent une confirmation formelle qui semble avoir été retardée pendant la restructuration. Pas retardée, ai-je corrigé calmement, jamais initiée. Antoine s'est agité mal à l'aise sur sa chaise. Nous avons besoin que vous signiez une déclaration rétroactive confirmant la continuité de la responsabilité, expliqua Patricia en poussant un document sur la table. Cela nous donnera le temps de traiter la paperasse formelle. J'ai pris le document, je l'ai lu en silence. C'était une déclaration affirmant que j'avais conservé l'autorité de conformité tout au long de la transition, qu'aucune lacune ne s'était produite, que ma reclassification était purement titulaire. C'était aussi complètement faux. J'ai levé les yeux. Ce n'est pas vrai. Ma désignation a été révoquée lorsque mon poste a été reclassifié. Vous avez reçu l'email des RH. J'ai une copie horodatée. Antoine est intervenu. Mais tu faisais toujours le travail, n'est-ce pas? J'accomplissais mes fonctions réduites. Oui. Mais l'autorité légale est différente de l'exécution de tâches. La désignation SOC2 est un poste formel qui nécessite l'approbation du Conseil. Vous ne m'avez pas remplacé formellement. Donc, la lacune est technique, argumenta Marc. Nous pouvons la corriger rétroactivement. Pas selon les termes de notre contrat d'audit, ai-je répondu. J'ai lu la section 9.7 du plan de continuité. Toute révocation nécessite un remplacement formel dans les 14 jours. 21 jours se sont déjà écoulés. Le silence qui a suivi était dense comme du béton. Patricia et Marc ont échangé des regards. Antoine est devenu pâle. « Camille, dit finalement Marc, nous avons besoin de votre coopération ici. L'entreprise est confrontée à de sérieuses conséquences si nous ne résolvons pas cela. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Et je suis prête à aider dans les limites légales et éthiques, mais je ne signerai pas un faux document. Cela me mettrait en danger juridique. » Patricia soupira. « Que suggérez-vous alors? Je suggère que vous suiviez le protocole approprié. Convoquez une réunion extraordinaire du Conseil. Approuvez une nouvelle désignation. Notifiez formellement les auditeurs. Cela prend des semaines, explosa Antoine. Le renouvellement est dans 6 jours. Vous auriez dû y penser avant de me reclassifier sans suivre le processus, ai-je répondu calmement. J'ai envoyé le protocole. Personne ne l'a suivi. Marc ferma brusquement son dossier. Camille, je vais être direct. Si vous ne coopérez pas, cela pourrait être considéré comme de l'obstruction. Ma carrière entière est bâtie sur la conformité et l'éthique. Je ne vais pas compromettre cela maintenant. Si c'est de l'obstruction, alors vous devez réévaluer vos priorités. Je me suis levé. Autre chose?
Patricia tenta une approche différente. Et si nous resterions votre poste original? Même fonction, même salaire, vous m'offrez mon propre emploi en retour. Nous essayons de réparer une erreur administrative. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision délibérée d'optimisation stratégique. Antoine a utilisé ces mots exacts. J'ai l'enregistrement de la réunion. Le visage d'Antoine devint rouge. Camille, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ça doit être exactement comme ça. Vous avez pris une décision sans comprendre les conséquences. Maintenant, ces conséquences se matérialisent. Je ne mentirai pas pour vous sauver. Je suis sorti de la salle avant que quiconque puisse répondre. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient fermes. Dans l'ascenseur, je me suis permis un petit sourire. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait encore qu'il pouvait négocier, manipuler, réparer avec des déclarations rétroactives et des offres de dernière minute. Mais le mal était fait. La fenêtre s'était refermée et j'avais chaque email, chaque document, chaque communication qui prouvait que je les avais alertés. De retour dans mon open space, j'ai trouvé 3 nouveaux emails. Un de Marc demandant de reconsidérer, un de Patricia planifiant une autre réunion, et un d'un expéditeur qui a fait accélérer mon cœur. Objet, opportunité de conseil stratégique. Expéditeur, Hélène André, directrice des acquisitions chez Tech Vision France. Chère Camille, votre nom m'a été recommandé par des contacts mutuels dans le secteur de la conformité. Tech Vision est en processus de due diligence pour l'acquisition d'une entreprise de taille moyenne et a besoin de conseils spécialisés en audit SOC2 et continuité opérationnelle. Le projet serait immédiat, d'une durée de 3 mois avec possibilité de prolongation. Intéressé à en discuter? J'ai relu l'email 2 fois. Tech Vision France, l'une des plus grandes entreprises de technologique du pays. Due diligence, acquisition, et puis les pièces se sont assemblées. Ils envisageaient d'acheter l'entreprise où je travaillais. C'est pourquoi la panique montait. Il ne s'agissait pas seulement du renouvellement de l'audit, il s'agissait d'une vente, une grosse vente. Et le statut de conformité compromis pourrait tout détruire. J'ai répondu à l'email d'Hélène. Chère Hélène, merci beaucoup pour votre contact. Je suis très intéressé à discuter de cette opportunité. Ma disponibilité est flexible. Quand serait-il commode de planifier une conversation? Cordialement, Camille Laurent. J'ai envoyé, et je me suis adossé à ma chaise. Là-haut, dans une salle de direction, ils découvraient que le château de cartes qu'ils avaient construit s'effondrait. Et ici-bas, j'ouvrais la porte à quelque chose de nouveau, quelque chose que je contrôlais, quelque chose que j'avais construit avec ma propre compétence, pas avec du favoritisme ou des noms de famille importants. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Camille Laurent? Oui. Ici Édouard Martin. Nous devons parler. En personne. Aujourd'hui, j'ai vérifié ma montre. C'était presque l'heure du déjeuner. Je suis disponible à 14 heures, ai-je répondu. Parfait, mon bureau. Camille, hésita-t-il. Nous devons résoudre ça. Je sais, ai-je répondu et j'ai raccroché. J'ai pris mon sac et je suis sorti déjeuner. J'ai choisi un restaurant japonais à 3 pâtés de maison. J'ai commandé des sashimi et du thé vert. J'ai mangé lentement, tout en révisant mentalement chaque document que j'avais archivé, chaque email que j'avais sauvegardé. J'étais prête, plus que prête. J'avais des semaines d'avance sur eux. Et quand je suis retourné au bureau à 14 heures, montant au 22e étage où se trouvait le bureau du PDG, je n'étais pas nerveuse. J'étais calme, concentrée, parce que je savais exactement ce que j'allais dire. Et plus important encore, je savais exactement ce que je n'allais pas faire. Le bureau d'Édouard Martin avait une vue sur tout Paris. Verre du sol au plafond, mobilier design minimaliste, une étagère remplie de prix et de photos avec des politiciens et des célébrités. Il était debout quand je suis entré, cravate parfaite, cheveux grisonnants peignés en arrière, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être même de la peur. « Camille, merci d'être venu », dit-il en désignant un fauteuil en cuir. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Je me suis assise, j'ai croisé les jambes. J'ai attendu. Il a contourné le bureau et s'est assis aussi, a joint ses mains. Je vais aller droit au but. Nous sommes en négociation pour vendre l'entreprise. Tech Vision France est intéressé par notre acquisition. C'est une opportunité de 340 millions d'euros. Cela changerait la vie de nous tous, actionnaires, employés, tout le monde. J'ai gardé une expression neutre. Félicitations, cela semble être une grande réussite. Édouard soupira. Ce le serait, si nous arrivions à conclure l'affaire. Mais la due diligence inclut un audit complet de la conformité. Le statut SOC 2
est une exigence non négociable. Si nous ne résolvons pas ce problème, l'affaire s'effondre. Je comprends, ai-je répondu calmement. Camille, je sais qu'il y a eu des erreurs. La restructuration d'Antoine était précipitée. Il n'a pas compris les implications. J'aurais dû être plus attentif. C'est vrai, ai-je convenu. Il cligna des yeux, surpris par ma franchise. J'ai besoin de savoir. Que faut-il pour réparer ça? Je l'ai déjà expliqué au service juridique. Désignation formelle du conseil. Notification aux auditeurs, processus complet qui prend des semaines. Il n'y a pas de raccourci. Et si nous accélérons le processus du conseil? Réunion extraordinaire demain, approbation immédiate, notification express. Cela prendrait quand même au minimum 10 jours. Vous en avez 6, Édouard se frotta le visage. Y a-t-il un moyen de gagner du temps? Demandez une prolongation aux auditeurs. Peut-être, s'ils ont une raison valable et un plan clair. Pouvez-vous nous aider avec ça? Techniquement, non. Je n'ai plus d'autorité officielle. Mais Édouard se pencha en avant. Vous avez la connaissance. Vous avez construit ce système. Vous connaissez les auditeurs. Ils vous font confiance. Ils me faisaient confiance, ai-je corrigé, avant que je sois reclassifié sans explication formelle. J'ai changé de position sur ma chaise. Laissez-moi vous demander quelque chose. Antoine était-il au courant de la vente quand il a proposé la restructuration? Édouard hésita. Non, c'était confidentiel. Conseil exécutif seulement. Donc il a pris une décision qui a impacté une transaction de 340 millions sans connaître le contexte complet. C'était imprudent. Le visage d'Édouard se durcit. Il est jeune. Il essayait de prouver sa valeur. À mes dépens, ai-je observé. Et maintenant, aux dépens de l'entreprise, Édouard resta silencieux un long moment. Puis il demanda « Que voulez-vous, Camille? Mon poste en retour? Une augmentation? Une participation à la vente? Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences, que la conformité n'est pas du bruit de fond, que les gens ne sont pas des lignes sur un tableur d'optimisation. » Ma voix est restée calme, mais ferme. J'ai passé 7 ans à construire ce programme, 7 ans à garantir que cette entreprise puisse fonctionner avec intégrité. Et j'ai été écarté dans une présentation PowerPoint. Vous avez raison, admit doucement Édouard. Je vous ai laissé tomber. Le conseil vous a laissé tomber. Et maintenant, nous payons tous pour cela. Je me suis levé. Je ne peux rien signer de faux. Je ne compromettrai pas mon intégrité. Si vous voulez mon aide, ce doit être dans des paramètres éthiques et légaux. Je comprends. Et si nous resterons complètement votre poste? Pas en tant que coordinatrice, mais en tant que directrice de la conformité. Nouveau titre, nouvelle autorité, augmentation de 30%. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de confiance. Comment puis-je être sûr que cela ne se reproduira pas? Antoine est toujours là. Le système qui a permis cela est toujours intact. Édouard se leva aussi. Je vais parler au conseil aujourd'hui. Antoine sera transféré dans un autre domaine. Vous aurez une autonomie complète. Relevant directement de moi, c'est le moins que je puisse offrir. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de temps pour penser. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Camille. La due diligence commence lundi. Nous sommes jeudi. Alors vous avez un week-end pour prendre des décisions difficiles, n'est-ce pas? Je suis sorti du bureau sans attendre de réponse. Dans l'ascenseur, j'ai vérifié mon téléphone. Hélène avait répondu. Camille, super. Pouvons-nous nous voir demain pour un café? J'ai quelques questions sur les processus d'audit et j'adorerais votre perspective. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais discuter concernant votre situation actuelle. Un contact m'a informé que vous pourriez envisager des changements. J'ai souri à l'écran. Bien sûr qu'elle savait. Les sociétés de capital risque avaient toujours des sources internes. J'ai répondu « Demain à 10 h me convient parfaitement. Envoyez-moi l'adresse. » De retour dans mon open space, Antoine m'attendait. Appuyé contre la cloison, bras croisés, essayant de paraître décontracté mais échouant lamentablement. « On peut parler? Je suis occupé ?» ai-je répondu en le dépassant pour prendre mon sac. « S'il te plaît, Camille. 5 minutes. » J'ai vérifié ma montre. 3 minutes. Il prit une profonde inspiration. « J'ai tout gâché. Je le sais. Je n'ai pas compris ce que tu faisais. Je n'ai pas fait de recherches appropriées. Je pensais que je faisais quelque chose d'intelligent, que je montrais de l'initiative. Tu essayais d'impressionner ton père, ai-je corrigé. Et tu as utilisé mon département comme tremplin. Ça aussi, admit-il. Écoute, je sais que tu me détestes probablement maintenant. Et tu en as tout à fait le droit. Mais l'entreprise entière est en danger à cause de mon erreur. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour réparer,
Tu peux commencer par assumer publiquement ta responsabilité, ai-je suggéré. Tu peux expliquer au conseil que l'échec venait de toi, pas de moi. Tu peux arrêter d'essayer de me faire passer pour la méchante dans cette histoire. Il déglutit. Je le ferai, promis. J'ai pris mon sac et je suis passé devant lui. Antoine, une dernière chose. Avant d'optimiser quelque chose, apprends ce que ce quelque chose fait vraiment. Peut-être que cela évitera de détruire des entreprises à l'avenir. J'ai quitté le bureau à 17 h et je suis rentré directement chez moi, un petit appartement dans le 15e que j'aimais pour son balcon et sa lumière naturelle. J'ai fait du thé, je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai relu chaque email de la chaîne avec les auditeurs, chaque document que j'avais sauvegardé. Tout était là. La piste complète de la négligence, les avertissements ignorés, les délais manqués. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était de la clarté. Ils avaient fait des choix. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. J'ai bien dormi cette nuit-là, mieux que je n'avais dormi depuis des semaines. Et quand je me suis réveillé le vendredi, je me suis habillé avec soin. Tailleur bleu marine, talons moyens, cheveux attachés en chignon professionnel. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un qui connaissait exactement sa valeur. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de mendier le respect. Quelqu'un qui avait des options. Le café avec Hélène était prévu à 10 h dans un endroit chic de Saint-Germain-des-Prés. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Elle est arrivée ponctuellement. Une femme élégante d'une quarantaine d'années avec des yeux perçants et une poignée de main ferme. Camille, ravi de vous rencontrer enfin. J'ai entendu d'excellentes choses sur votre travail. Merci, et merci pour l'invitation. Nous avons commandé du café et des croissants. Elle est allée droit au but. Je vais être franche. Nous effectuons une due diligence sur l'entreprise où vous travaillez. Je ne suis pas sûr de votre statut actuel. J'ai hoché la tête. J'y travaille toujours, pour l'instant. Je vois. Et je comprends aussi qu'il y a des complications avec l'audit de conformité. Hélène me regarda droit dans les yeux. Des complications que vous pourriez éclaircir, si vous le choisissiez. J'ai siroté mon café. Je pourrais, mais j'aimerais savoir d'abord. Si la vente n'a pas lieu pour des raisons de conformité, quelle serait la prochaine étape de TechVision? Elle sourit. Nous achèterions les actifs lors d'une liquidation pour une fraction du prix. Et j'embaucherai quelqu'un d'exceptionnel pour reconstruire le programme de conformité à partir de zéro. Avec une autonomie totale et une rémunération appropriée. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous. Puis j'ai dit, parlez-moi davantage de ce poste hypothétique. La conversation avec Hélène a duré 2 heures. Elle a décrit un poste où j'aurais mon propre budget, une équipe choisie par moi, un pouvoir de veto sur les décisions impactant la conformité, un salaire qui doublerait ce que je gagnais actuellement, plus des parts dans l'entreprise. Mais le plus important était le respect implicite dans l'offre. Elle voyait la conformité non comme un coût, mais comme une valeur, non comme un obstacle, mais comme une fondation. Quand nous nous sommes dit au revoir sur le trottoir ensoleillé de Saint-Germain-des-Prés, elle m'a serré la main et a dit « Réfléchissez bien, Camille, mais sachez que, quoi qu'il arrive avec cette acquisition, nous vous voulons dans notre équipe. Les personnes avec votre intégrité sont rares. » Je suis retourné au bureau à 14 h et j'ai trouvé le chaos. Email urgent, réunions annulées et reprogrammées, Antoine courant presque dans les couloirs. Il m'a vu et est venu vers moi. « Camille, Dieu merci. Le conseil a approuvé une réunion extraordinaire pour demain. Ils vont voter votre réintégration en tant que directrice de la conformité. Édouard veut que vous soyez à la réunion pour expliquer le processus de correction aux auditeurs. Demain, c'est samedi, ai-je fait remarquer. Situation extraordinaire. Tous les membres ont accepté d'être présents. S'il te plaît, tu peux être là. À 9 h du matin, j'ai vérifié mentalement mon agenda. Je n'avais rien de prévu à part la salle de sport et le ménage de l'appartement. Je serai là, ai-je répondu. Antoine sembla soulagé. Merci, vraiment. Nous essayons de réparer ça. Un peu tard, mais vous essayez. Il baissa la voix. Entre nous, mon père est furieux contre moi. Il a dit que j'avais mis 300 millions en danger par arrogance. Il n'a pas tort, ai-je répondu. Antoine hocha la tête, paraissant des années de plus qu'il y a quelques semaines. J'ai appris ma leçon. De la manière la plus difficile, je l'espère. J'ai passé le reste de l'après-midi à organiser des documents, à préparer une présentation claire sur les étapes nécessaires pour restaurer le statut d'audit. Non pas parce que j'étais engagé à rester, mais parce que faire du bon travail faisait partie de qui j'étais. Même en partant. Samedi matin, je suis arrivé au bureau vide avant 8 h. Le silence était étrange,
sans le bourdonnement habituel des téléphones et des conversations. Je suis monté à la salle du conseil, une salle imposante avec une table en acajou et des fauteuils en cuir. Édouard était déjà là, ainsi que le DAF Paul Dubois, le père d'Antoine. Le reste du conseil est arrivé petit à petit. 6 personnes au total, dont 2 investisseurs externes. À 9 heures précises, Édouard a ouvert la réunion. Merci à tous d'être venus dans des circonstances si inhabituelles. Nous sommes ici pour traiter d'une question critique qui menace la vente à TechVision. Camille Laurent, notre responsable de la conformité jusqu'à récemment, est ici pour nous guider sur la correction de cap. J'ai présenté mon analyse avec clarté. La situation actuelle, les délais manqués, les conséquences de la révocation non remplacée. J'ai expliqué que toute solution prendrait au minimum 10 jours ouvrables, qu'il faudrait une transparence totale avec les auditeurs, qu'il y avait un risque de pénalité. L'un des investisseurs, un homme chauve d'une 60aine d'années nommé Robert, m'interrompit. « Vous dites qu'il n'y a pas de solution rapide ? Je dis qu'il n'y a pas de solution malhonnête. Nous pouvons corriger en suivant le protocole approprié. Mais quelqu'un devra expliquer aux auditeurs et à TechVision pourquoi il y a eu cette lacune. » Paul Dubois prit la parole pour la première fois. « Et qui a causé cette lacune, Camille ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Votre fils a proposé la restructuration sans comprendre les implications légales. Les RH l'ont exécuté sans vérifier les exigences de continuité. Le service juridique n'a pas signalé les risques. Et la direction exécutive a approuvé sans due diligence interne. La responsabilité est partagée. » Le silence fut assourdissant. Puis Édouard demanda « Que recommandez-vous » ? Je recommande l'honnêteté. Convoquer les auditeurs, expliquer l'erreur administrative, présenter un plan de correction immédiate incluant ma redésignation formelle, demander une prolongation de délai. Simultanément, informer TechVision de la situation avant qu'ils ne la découvrent par eux-mêmes. Cela ne va-t-il pas tuer l'affaire ? Questionna Robert. Cela pourrait la retarder, mais la cacher la détruira quand ils le découvriront. Et ils le découvriront. La due diligence sert exactement à cela. Une autre conseillère, Marianne, demanda « Êtes-vous prête à reprendre le poste ?»« À quelles conditions ?» Je les ai listées clairement. Autorité pleine et entière, équipe choisie par moi, rapport direct au PDG, participation aux décisions stratégiques impactant le risque opérationnel. Et Antoine Dubois ne peut avoir aucun rôle qui interfère avec la conformité. Paul devint rouge. « Vous me demandez d'écarter mon fils. Je vous demande de protéger l'entreprise des décisions impulsives. Antoine peut contribuer dans d'autres domaines, simplement pas dans la supervision des risques. » La tension dans la salle était palpable. Édouard intervint. « Ce sont des termes raisonnables. Je propose de voter. Tous en faveur de la réintégration de Camille Laurent en tant que directrice de la conformité selon les termes présentés. » 6 mains se levèrent. Paul fut le dernier à contre-cœur, approuvé à l'unanimité. Édouard hocha la tête. « Camille, vous êtes officiellement réintégrée. La paperasse sera traitée lundi. Pouvez-vous commencer à contacter les auditeurs ? Je le peux. Mais je veux que tout soit documenté formellement avant toute communication externe. Procès verbal de cette réunion. Résolution écrite, lettre de désignation signée. Il n'y aura pas d'ambiguïté cette fois. Ce sera fait, assura Édouard. Autre chose ? Oui. Je veux qu'Antoine présente une explication formelle au Conseil sur la façon dont cela s'est produit. Non pas comme une punition, mais comme une leçon institutionnelle, pour que personne ne répète cette erreur. Paul ouvrit la bouche pour protester, mais Édouard le coupa. D'accord. Antoine viendra à la prochaine réunion et présentera une analyse complète de l'échec. La réunion s'est terminée à 11 heures. Quand je suis sorti, mon téléphone a vibré. Un message d'Hélène. « Comment s'est passé le week-end » J'ai répondu, intéressant. Beaucoup de changements. Elle a répondu en quelques secondes, j'imagine. L'offre tient toujours si vous changez d'avis. J'ai rangé le téléphone et je suis rentré chez moi. Le dimanche, je n'ai rien fait lié au travail. Je suis allé au marché, j'ai cuisiné. J'ai lu un livre sur le balcon. J'avais besoin de clarté mentale pour la semaine à venir. Lundi est arrivé avec une pluie battante typique de Paris. Je suis arrivé au bureau et j'ai trouvé mon ancien bureau, le bureau de la directrice, déjà nettoyé et préparé. Ma plaque sur la porte, mon ordinateur avec tous les accès restaurés. Des fleurs dans un vase avec une carte d'Édouard, bienvenue à nouveau. Je me suis assise sur ma chaise. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à travailler. D'abord, j'ai appelé Martin & Associés. J'ai parlé à l'associé principal. J'ai expliqué la situation avec une honnêteté brutale. Il y a eu une erreur administrative lors d'une restructuration interne.
Elle a été corrigée formellement avec l'approbation unanime du Conseil. Je suis redésigné comme responsable de la conformité avec pleine autorité. J'ai besoin d'une prolongation de 2 semaines pour retraiter toute la documentation. Il écouta en silence. Puis il dit « Camille, nous travaillons ensemble depuis des années. Je vous fais confiance. Mais j'aurai besoin de la documentation complète, d'un audit de toute décision prise pendant la période de lacune et d'une réunion en personne avec le Conseil pour confirmer la structure de gouvernance. » Absolument. Je peux organiser cela pour jeudi? Parfait. J'enverrai la prolongation formelle aujourd'hui. Mais Camille, hésita-t-il, s'il y a d'autres surprises, nous devons le savoir maintenant. Il n'y aura pas de surprise, ai-je promis. J'ai raccroché et j'ai respiré profondément. Première barrière franchie. Étape suivante. Tech Vision. J'ai appelé Édouard. Nous devons informer Hélène de la situation avant la due diligence de demain. J'ai déjà prévu un déjeuner avec elle aujourd'hui, répondit-il. Pouvez-vous venir? J'y serai. Le déjeuner a eu lieu dans un restaurant élégant de l'Italie Bibi. Hélène est arrivée impeccable comme toujours, a salué Édouard d'une poignée de main professionnelle et moi d'un sourire entendu. Édouard, Camille, merci d'avoir accepté l'invitation. Édouard est allé droit au but, a expliqué la situation, la correction, les nouveaux protocoles. Hélène a écouté sans interrompre, prenant des notes occasionnelles. Quand il a eu fini, elle s'est tournée vers moi. Camille, selon votre évaluation professionnelle, le système est-il sécurisé maintenant? Il est plus sécurisé qu'il ne l'a jamais été, ai-je répondu. Les failles ont été identifiées et corrigées. De nouveaux contrôles sont en cours d'implémentation. Mais il serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu de risque pendant les 3 semaines de lacune. Hélène hocha la tête. J'apprécie l'honnêteté. J'aurai besoin d'un accès complet au dossier pendant la due diligence. Vous l'aurez, assura Édouard. Transparence totale. Elle rangea sa tablette. Très bien. La due diligence se poursuit comme prévu. Mais sachez que toute autre divergence entraînera une renégociation des termes, possiblement significative. Compris, acquiesça Édouard. Elle se leva pour partir, puis se tourna vers moi. Camille, un mot. Édouard nous laissa. Hélène sourit. Vous avez brillamment joué le coup. Je ne vois pas de quoi vous parlez, ai-je répondu, mais un coin de ma bouche s'est relevé. Bien sûr que non. Elle m'a tendu une carte de visite. L'offre reste ouverte, le jour où vous déciderez que vous méritez plus que des fleurs et des excuses. J'ai gardé la carte, merci. Je m'en souviendrai. Je suis retourné au bureau et je me suis plongé dans le travail. Mais au fond de moi, je savais que j'avais changé, que j'avais prouvé ma valeur d'une manière qui ne pourrait plus jamais être ignorée. Et je savais que, quoi qu'il arrive avec la vente, j'avais des options. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que survivre dans un système. J'en définissais les termes. La due diligence de Tech Vision a commencé un mardi pluvieux. 3 auditeurs sont arrivés à 8 heures du matin, dirigés par un homme sérieux nommé Frédéric Clément, expert en conformité réglementaire. Ils se sont installés dans une salle de conférence au 15e étage et ont commencé à demander des documents. Je coordonnais tout, fournissant un accès organisé à 7 ans de dossier. Frédéric était méticuleux, presque obsessionnel. Il examinait chaque ligne, chaque signature, chaque horodatage. Le 2e jour, il m'a appelé pour une réunion privée. « Camille, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » dit-il en ouvrant un ordinateur portable. « Votre désignation originale date de 2021. Correct, ai-je confirmé. Mais il y a un amendement au plan de continuité de 2023. Section 9.7. C'est vous qui l'avez écrit? Je l'ai écrit. Lors d'une révision de routine du plan. C'est une pratique standard d'inclure des clauses de continuité pour les postes critiques. Il me dévisagea. C'est une clause très spécifique. 14 jours pour un remplacement formel ou invalidation rétroactive du statut d'audit. C'est inhabituel. C'est rigoureux, ai-je convenu. Mais pas inhabituel dans les entreprises qui prennent la conformité au sérieux. Frédéric ferma l'ordinateur portable. On dirait presque que vous saviez que vous en auriez besoin un jour. On dirait que je comprends que les postes critiques ont besoin d'une protection structurelle. Il sourit légèrement. Intelligent, très intelligent. Puis-je demander pourquoi personne d'autre n'a remarqué cette clause jusqu'à présent? La plupart des gens ne lisent pas les plans de continuité complets. Ce sont des documents techniques et denses. La clause était là, disponible, légale. Si la direction avait suivi le protocole de base en me reclassifiant, ils l'auraient vu. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient probablement supprimé la clause avant de procéder. Exactement. Donc la protection a fonctionné précisément comme elle le devait.
Elle a protégé l'intégrité du programme de conformité contre des décisions précipitées. Frédéric hocha la tête, pensif. Je vais inclure cela dans mon rapport. Comme exemple de bonne gouvernance préventive. Il fit une pause. En off, vous saviez que vous alliez être ciblé par des coupes? Je soupçonnais que des restructurations étaient possibles. Elles le sont toujours dans les entreprises qui font appel à des consultants en efficacité. Donc vous avez construit un filet de sécurité. J'ai construit des protections structurelles pour moi et pour l'entreprise. Si j'avais été remplacé adéquatement, rien de tout cela n'aurait eu d'importance. Il s'adossa à sa chaise. Camille, je travaille en due diligence depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup d'incompétences d'entreprise, mais je vois rarement quelqu'un qui comprend le pouvoir structurel comme ça. Vous avez transformé la conformité en levier. C'est ce que la conformité devrait être. Pas du bruit de fond, une fondation critique. Frédéric retourna à son travail, mais cette conversation me resta en tête. Pour la première fois, quelqu'un avait articulé exactement ce que j'avais fait. Pas de la vengeance, pas du sabotage, juste l'architecture de conséquences inévitables face à la négligence. Le jeudi, nous avons eu la réunion avec les auditeurs de Martin & Associés. L'associé principal, Augustin Martin, a amené 2 associés. Nous avons examiné toute la documentation. L'erreur, la correction, les nouveaux protocoles. Augustin me connaissait depuis des années, avait travaillé avec moi sur des audits difficiles. « Camille, je dois vous demander directement, dit-il. Pendant la période de lacune, y a-t-il eu des décisions prises qui auraient dû avoir votre supervision mais ne l'ont pas eu? 3 décisions informatiques mineures ont été approuvées. Je les ai toutes examinées rétroactivement. Aucune n'a créé de risque matériel. J'ai tout documenté. Puis-je voir cette documentation? Bien sûr. J'ai passé une tablette avec le dossier complet. Il l'examina en silence pendant 10 minutes. Puis il la ferma et dit « Tout est là, complet, horodaté, auditable. Vous avez fait votre travail même sans autorité formelle. J'ai fait ce qui était éthique et nécessaire. » Augustin regarda Édouard. « Je vais recommander que nous renouvelions la certification avec une réserve documentant la période de transition. Ce sera transparent pour tout acheteur. Mais cela n'invalide pas le statut actuel. » Édouard soupira de soulagement. « Merci, Augustin. » Il leva la main. « Mais je veux des changements structurels. Je veux que Camille ait un siège aux réunions exécutives. Je veux que son approbation soit nécessaire pour toute restructuration affectant les fonctions de risque. Et je veux un audit trimestriel au lieu d'annuel pour les 2 prochaines années. Ce sont des conditions justes, acquiesça Édouard en me regardant. Camille, j'accepte, avec un ajout. Je veux un budget dédié à la formation, à la conformité, pour toute la direction, y compris l'éducation sur pourquoi ces structures existent. Augustin sourit. Parfait. Je vais tout inclure dans la certification renouvelée. Après que tout le monde soit parti, Édouard est resté. Camille, vous avez sauvé l'entreprise. J'ai sauvé le programme de conformité. L'entreprise s'est sauvée en le prenant enfin au sérieux. Il hésita. Antoine veut vous parler. Il est prêt à présenter au conseil la semaine prochaine. Je pense qu'il a vraiment appris. Je l'espère, mais l'apprentissage n'efface pas les conséquences. Je comprends. Édouard fit une pause sur le seuil. Pour mémoire, j'aurais dû vous protéger dès le début. Vous avez construit quelque chose d'important ici. Je ne l'ai pas valorisé à sa juste mesure. Merci de le dire. Cela signifie plus que des fleurs. Le vendredi fut plus calme. La due diligence entrait dans sa phase finale. Frédéric est venu me voir en fin de journée. Tout est en ordre, ai-je demandé. Presque. Il y a une question. Votre contrat de travail. Je le lui ai montré. Il est là. Réintégration complète, nouveau terme, signé par le conseil. Il secoua la tête. Pas celui-ci, celui qu'Hélène vous a offert. Je me suis figé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Camille, je suis auditeur. C'est littéralement mon travail de trouver des connexions. Hélène m'a demandé d'évaluer si vous seriez intéressé par un poste de direction au cas où TechVision acquérait l'entreprise, ou au cas où elle ne l'acquérait pas. Je me suis assise lentement. Elle vous a demandé de me sonder? Elle m'a demandé d'évaluer si vous êtes aussi bonne que votre réputation le suggère. Mon analyse, vous êtes meilleure. Et ma réponse à Hélène, votre rapport doit être objectif, ai-je répondu prudemment, basé sur des faits, pas sur des spéculations sur mon avenir. Frédéric sourit. Bien sûr. Mais si elle me demande si vous seriez un atout précieux pour n'importe quelle organisation, je dirais que toute entreprise qui vous a sous-estimé commet une erreur stratégique. Il est parti, me laissant seul avec des pensées tumultueuses. 2 offres maintenant.
Une pour rester ici avec un nouveau pouvoir, un nouveau respect. Une autre pour commencer quelque chose de nouveau. Construire à partir de zéro, sans bagage. Pendant le week-end, je me suis promené dans le parc Monceau pour m'éclaircir les esprits. J'ai pensé à 7 ans de travail, aux relations construites, à la connaissance institutionnelle. J'ai aussi pensé à la façon dont j'avais été écarté, à la façon dont j'avais dû me battre pour être entendu. Lundi, j'ai reçu un email de Frédéric. Objet. Rapport final de due diligence. J'ai ouvert avec le cœur battant. Chère Camille, nous avons terminé l'évaluation. Recommandation. Procéder à l'acquisition selon les termes originaux avec 3 conditions. Premièrement, vous restez directrice de la conformité avec une autonomie garantie par contrat qui survit à l'acquisition. Deuxièmement, mise en œuvre d'un programme de gouvernance d'entreprise que vous concevrez. Troisièmement, audit spécial dans 6 mois pour vérifier l'intégration. Hélène a approuvé toutes les conditions. Félicitations pour votre travail exceptionnel. J'ai relu 3 fois. Il ne procédait pas seulement à l'achat. Il faisait de moi une condition de celui-ci. Mon téléphone a sonné. Hélène, vous avez vu le rapport? J'ai vu. Frédéric a été très clair sur votre valeur. Tech Vision vous veut, Camille. Non pas comme une employée héritée, mais comme une leader stratégique. Je suis honoré, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai besoin de savoir. Si j'avais accepté votre offre originale, auriez-vous quand même procédé à l'acquisition? Hélène rit. Vous êtes perspicace. Honnêtement, nous aurions réévalué la valeur. Une entreprise sans vous vaut beaucoup moins. C'est flatteur et un peu troublant. C'est la réalité des affaires. Vous avez construit quelque chose qui ne peut pas être facilement reproduit. Cela a de la valeur. Elle fit une pause. Alors, quelle est votre réponse? Vous restez et aidez à l'intégration? Ou vous acceptez l'offre et construisez quelque chose de nouveau avec nous? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à mercredi. C'est là que nous annonçons publiquement. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait à l'infini. Des millions de vies, des millions de choix. Et j'étais au centre de ma propre histoire, ayant enfin le pouvoir de choisir. Non pas parce que j'avais supplié, non pas parce que j'avais accepté moins, mais parce que j'avais construit une valeur qui ne pouvait être ignorée. J'ai pensé à Antoine, qui avait appris que les raccourcis ont un prix. J'ai pensé à Édouard, qui avait appris que les gens sont plus que des chiffres. J'ai pensé à moi-même, qui avait appris que le silence stratégique peut être plus puissant que les cris. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment souri. Parce que quel que soit le choix que je ferais, ce serait le mien, entièrement le mien. Mardi s'est levé gris et froid. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, sans pouvoir me rendormir. La décision pesait, non pas parce qu'elle était difficile, mais parce qu'elle était importante. Elle représentait plus que de choisir entre 2 emplois. Elle représentait le choix du type de professionnel que je voulais être. Je suis allé au bureau tôt avant 7 heures. Les rues étaient encore vides, juste quelques bus et livreurs matinaux. Dans l'ascenseur vide, je me suis regardé dans le reflet du métal poli. La femme qui me faisait face était différente de celle d'il y a 3 mois. Plus forte, plus sûre de sa valeur, plus disposée à exiger le respect au lieu de l'attendre. Je me suis assise dans mon bureau. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas encore la réponse à Hélène. D'abord, j'avais besoin d'écrire pour moi-même. J'ai organisé mes pensées en une liste. Raison de rester. Connaissance institutionnelle de 7 ans. Relations établies. Programme de conformité que j'ai construit brique par brique. Nouveau respect et autorité. Participation à l'intégration avec Tech Vision. Raison de partir. Opportunité de commencer quelque chose de nouveau sans le bagage du passé. Salaire nettement plus élevé. Autonomie totale dès le début. Travailler avec une direction qui valorisait la conformité dès le premier jour, sans le souvenir d'avoir été écarté. J'ai relu la liste plusieurs fois, puis je l'ai sauvegardée dans un fichier et je l'ai fermée. Parce que j'ai réalisé quelque chose. La décision ne dépendait pas de la liste la plus longue, elle dépendait de quel avenir me ferait me réveiller excité à l'idée de travailler. À 9 heures, j'ai reçu un email d'Antoine. Objet. Présentation au conseil programmé. Camille Chebosanjandi, je présente jeudi. J'aimerais que tu sois présente. Non pas pour me défendre, mais parce que tu mérites d'entendre ce que j'ai appris. Aucune obligation, juste une invitation. J'ai répondu, je serai là. 2 heures plus tard, Édouard m'a appelé. Pouvez-vous venir dans mon bureau? Je suis monté et je l'ai trouvé nerveux, faisant les 100 pas. Camille, j'ai reçu une information d'une source confidentielle selon laquelle Hélène vous a fait une offre directe.
Je ne vais pas demander de détails car ce n'est pas mon droit. Mais j'ai besoin de savoir si nous sommes toujours dans la course. J'ai croisé les jambes et je l'ai regardé. Édouard, je vais être honnête. L'offre est tentante, très tentante. Mais ma décision ne concerne pas seulement l'argent. Il s'assit. Alors, de quoi s'agit-il? De confiance. De me réveiller chaque jour sans me demander si je serai à nouveau écarté lors de la prochaine vague d'optimisation. Camille, dit-il doucement, je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux garantir que cela ne se reproduira plus jamais. J'ai déjà mis en œuvre des changements. Vous avez un siège permanent au comité exécutif. Toute restructuration affectant la conformité nécessite votre approbation. C'est dans le nouveau règlement intérieur. Il m'a montré le document. C'était vrai. C'était là en langage juridique clair. La directrice de la conformité aura autorité de veto sur les décisions structurelles impactant les fonctions de risque et de gouvernance. C'est bien, ai-je admis. Mais les structures changent. Les gens changent. Les garanties d'aujourd'hui peuvent être réinterprétées demain. Alors que puis-je faire pour vous convaincre que c'est réel? Rien, ai-je répondu. Parce qu'il ne s'agit pas de vous qui me convainquez. Il s'agit de moi qui décide où je peux faire le meilleur travail et être la plus heureuse. Il hocha lentement la tête. Je veux juste que vous sachiez que nous vous voulons ici. Non pas par nécessité transactionnelle, mais parce que vous avez rendu cette entreprise meilleure. Merci pour ça, je me suis levé. Je donnerai ma réponse demain. À vous et à Hélène. J'ai passé le reste de la journée en réunions opérationnelles, à revoir les procédures, à former l'équipe. Travail normal, mais avec une conscience aiguë que chaque action pouvait être l'une des dernières ici ou le début d'un nouveau chapitre. À 18h, alors que le bureau se vidait, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Camille Laurent. Je suis Béatrice Foucault, journaliste tech au journal économique Tech Matin. Je prépare un article sur les restructurations d'entreprises qui ont mal tourné. Votre nom est apparu. Désolé, mais je ne fais pas de commentaires à la presse sur les affaires internes de l'entreprise. Je comprends. Mais en off, est-il vrai que vous avez utilisé une clause contractuelle pour essentiellement forcer l'entreprise à vous réintégrer? Qui vous a dit ça? Des sources. Est-ce vrai? J'ai utilisé le protocole établi pour protéger l'intégrité de la conformité. Rien d'illégal ou de contraire à l'éthique. Juste suivre des règles que d'autres ont ignorées. Elle rit. C'est une citation incroyable. Je peux l'utiliser? Non, comme je l'ai dit, je ne commente pas. Mais je peux vous dire en off que cette histoire ne parle pas de vengeance ou de manipulation. Elle parle de ce qui arrive quand les entreprises traitent la conformité comme un coût au lieu d'une valeur, et des professionnels qui comprennent leur valeur et n'acceptent pas moins. Il y aura un article, dit Béatrice. Avec ou sans vous, il vaut mieux qu'il soit précis. Alors je vais envoyer une déclaration officielle via le service de presse de l'entreprise. Tout ce qui va au-delà sera de la spéculation. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Édouard. Nous avons un problème. La presse enquête. Je lui ai parlé de l'appel. Il gémit. C'est ce qui manquait. Je vais alerter notre service de communication. Pouvez-vous préparer une déclaration technique? Je peux. Mais Édouard, ça va sortir. L'histoire est trop belle. Une entreprise manque de perdre une vente de 300 millions pour avoir ignoré la conformité. Nous devons juste contrôler le récit. Comment voulez-vous qu'elle soit racontée? Comme une erreur administrative qui a été corrigée, avec la direction assumant ses responsabilités. Pas comme une guerre d'entreprise. D'accord. Je vais y travailler. Il fit une pause. Camille, cela affecte-t-il votre décision? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'illuminait dans la nuit. Honnêtement, cela rend les choses plus intéressantes. J'ai passé la nuit à écrire la déclaration. Je l'ai gardée factuelle, professionnelle, axée sur le processus et la correction. Lors d'une récente restructuration administrative, il y a eu un manquement au protocole de désignation de la conformité. Le problème a été identifié et corrigé selon les procédures établies. L'entreprise réaffirme son engagement envers une gouvernance robuste et la transparence. La directrice de la conformité, Camille Laurent, a été réintégrée avec une autorité élargie. Un programme de formation à la gouvernance d'entreprise sera mis en œuvre pour toute la direction. J'ai envoyé à Édouard à minuit. Il a approuvé en 15 minutes. Parfait. Concis, professionnel, sans drame. Exactement comme il se doit. Mercredi est arrivé avec un rare soleil à Paris. C'était le jour J. Je suis arrivé au bureau à 8h. Je me suis assise dans mon bureau et j'ai respiré profondément. J'ai d'abord appelé Hélène.
Bonjour Camille. Avez-vous une réponse? Je l'ai. Et c'est non. Silence. Puis-je demander pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé 7 ans à construire quelque chose ici. Quand il a été menacé, je me suis battu pour lui. Maintenant, il est plus fort que jamais. Partir maintenant serait abandonner quelque chose dans lequel j'ai beaucoup investi. Hélène rit doucement. Vous savez que beaucoup de gens diraient que c'est justement le moment de partir. Au sommet, avec de multiples offres, beaucoup de gens n'ont pas construit ce que j'ai construit. Ce n'est pas seulement un travail pour moi, c'est un héritage. Je respecte cela, dit-elle, sincèrement. Mais Camille, si vous changez d'avis, la porte est toujours ouverte. Merci. Vraiment. J'ai raccroché et je suis allé dans le bureau d'Édouard. Il leva les yeux, tendus. Je reste, ai-je annoncé. Il expira si profondément qu'il semblait avoir retenu sa respiration pendant des jours. Camille, vous ne le regretterez pas, je l'espère. Parce que si je me sens à nouveau jetable, il n'y aura pas de seconde chance. Parfaitement compris. Il tendit la main. Bienvenue à nouveau. Officiellement, complètement. J'ai serré sa main. Maintenant, nous avons du travail. Intégration avec TechVision, nouveau programme de formation, audit spécial. Commençons. Jeudi, la réunion du conseil a eu lieu. Tous les membres présents, y compris Paul Dubois qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Antoine est entré en dernier, portant un dossier épais et une expression sérieuse. Édouard a ouvert. Antoine Dubois va présenter une analyse sur les décisions qui ont conduit à la récente crise de conformité. Antoine, la parole est à vous. Il prit une profonde inspiration. Membre du conseil, Camille, je suis ici pour assumer l'entière responsabilité d'avoir presque détruit une vente de 300 millions d'euros. Il commença méthodiquement. Il expliqua comment il avait identifié la conformité comme une cible sans comprendre sa fonction réelle. Comment il avait présenté une économie de 42 000 euros sans calculer le risque de perdre 300 millions. Comment il avait ignoré les avertissements, les délais, le protocole. Sa voix trembla quand il dit « J'ai traité les gens comme des chiffres sur un tableur. J'ai traité la connaissance spécialisée comme un coup jetable. Et cela a failli tout coûter à cette entreprise. » Il me regarda droit dans les yeux. Camille a construit un système qui nous a protégés de ma propre ignorance. Quand j'ai essayé de le démanteler sans comprendre, le système a fait exactement ce qu'il devait faire. Il a créé des conséquences inévitables. Elle ne m'a pas saboté. Elle a fait son travail, et j'ai échoué dans le mien. Le silence dans la salle était absolu. J'ai appris que l'efficacité sans compréhension est dangereuse, que les personnes expérimentées ont une valeur qui n'apparaît pas sur les tableurs, que les raccourcis en matière de gouvernance sont illusoires. Il ferma son dossier. J'accepte toute conséquence que le Conseil déterminera. Je demande seulement que vous utilisiez mon erreur comme une leçon institutionnelle. Robert, l'investisseur, parla le premier. Antoine, j'apprécie votre honnêteté. Cela montre du caractère, mais cela montre aussi un manque de préparation pour un poste de direction stratégique. Je suis d'accord, dit simplement Antoine. Paul prit la parole, la voix lourde. Mon fils sera transféré au service d'analyse financière, sans supervision de personne ou de processus pour les 2 prochaines années. Il apprendra les fondamentaux avant de recevoir à nouveau des responsabilités. Édouard me regarda. Camille, quelque chose à ajouter. J'ai regardé Antoine. Tu as appris la leçon la plus importante. Les actions ont des conséquences. Utilise-la à bon escient. Il hocha la tête, les yeux humides. Merci pour la leçon et de ne pas m'avoir détruit quand tu le pouvais. Je n'essayais de détruire personne. Je protégeais quelque chose d'important. La réunion s'est terminée. Alors que nous sortions, Antoine m'a rattrapé dans le couloir. Camille, je peux te demander quelque chose. Bien sûr. Pourquoi es-tu resté? Après tout ça, j'ai souri. Parce que je suis enfin là où je mérite d'être, avec le respect que j'ai gagné. Et parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de partir, c'est de rester et de définir les termes. Il rit malgré tout. Tu es impressionnante. Je sais, ai-je répondu. Finalement, je le sais. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la même salle de conférence où Antoine avait présenté son PowerPoint d'optimisation. Mais tout était différent maintenant. La table était remplie de dirigeants de TechVision et de notre entreprise, désormais officiellement intégrée. Hélène présidait la réunion, moi à sa droite en tant que directrice de la conformité du groupe intégré. L'intégration a été exemplaire, a déclaré Hélène en examinant les résultats. Nous avons dépassé les projections de synergie de 23%. Mais le vrai succès réside dans quelque chose qui n'apparaît pas dans les tableurs financiers.
Elle m'a regardé. Camille Laurent a construit un programme de gouvernance qui est en cours de réplication dans toutes nos acquisitions. Ce qui a commencé comme un problème est devenu un modèle. Édouard, maintenant président régional, a ajouté « Le programme de formation à la conformité que Camille a développé a déjà été mis en œuvre dans 8 filiales. Nous avons réduit les incidents de risque de 41%. » Antoine, qui assistait à la réunion en tant qu'analyste junior, leva timidement la main. Puis-je ajouter quelque chose? Hélène hocha la tête. « Je suis en train de suivre le programme de formation. C'est transformateur. J'ai plus appris en 6 mois qu'en 2 ans de MBA. » Je lui ai souri. « L'important est que tu apprennes. » Après la réunion, Hélène m'a appelé dans son bureau au dernier étage. La vue était encore meilleure que celle d'Édouard. Des fenêtres panoramiques montrant Paris dans toute sa complexité chaotique. « Camille, j'ai une proposition. Nous voulons créer une division de la gouvernance d'entreprise au sein du groupe TechVision. Vous la dirigeriez. Équipe de 50 personnes, budget de 12 millions, autorité sur toutes les acquisitions. Ce serait énorme. Seul serais-je convenu. Et j'ai besoin de réfléchir. » Elle rit, toujours aussi prudente. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici, cette vérité. J'ai regardé par la fenêtre, pensant à tout ce qui s'était passé. De la réunion où j'avais été reclassifié jusqu'à maintenant. De la coordinatrice ignorée à la leader courtisée. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était construire une valeur impossible à ignorer. « Hélène, ai-je finalement dit, je vais accepter, mais à certaines conditions. »« Il y a toujours des conditions avec vous, » sourit-elle. « Quelles sont-elles ?»« Je veux une garantie contractuelle d'autonomie. Je veux que chaque programme de conformité que nous développons ait des clauses de protection comme la section 9.7. Je veux créer une culture où les experts sont valorisés, pas optimisés. Et je veux Antoine dans mon équipe. » Hélène cligna des yeux, surprise. « Antoine? Après ce qu'il a fait? » Exactement à cause de cela. Il a appris la leçon que la plupart des cadres n'apprennent jamais. L'humilité, la valeur de la connaissance spécialisée. Les conséquences réelles. Il sera un meilleur professionnel pour avoir échoué. Elle réfléchit. Intéressant? D'accord. Mais il vous rendra compte et sera en période probatoire. Juste. Nous nous sommes serrés la main. Hélène fit une pause avant que je ne parte. Camille, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Aviez-vous tout planifié depuis le début? Non, ai-je répondu honnêtement. Je n'avais pas prévu d'être écarté. Je n'avais pas prévu qu'Antoine ignorerait le protocole. Je n'avais prévu aucune de ces circonstances. Alors qu'aviez-vous prévu? J'avais prévu d'être prête. J'ai construit des structures qui protégeraient ce qui importait, quoi qu'il arrive. Quand le moment est venu, les structures ont fonctionné. Hélène hocha la tête pensive. C'est ce qui vous sépare de la plupart des gens. Vous n'avez pas attendu d'être protégé. Vous vous êtes protégé. Je suis descendu à mon nouveau bureau, plus grand que le précédent, avec sa propre fenêtre et une porte en verre avec mon nom en lettres élégantes. Camille Laurent, directrice de la gouvernance d'entreprise. Je me suis assise dans ma nouvelle chaise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais 342 emails non lus, 17. Réunions prévues pour la semaine. 3 propositions de conférence me demandant de parler de la gouvernance préventive. Mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. « Allô? Camille? C'est Béatrice Foucault, de Tech Matin. Vous vous souvenez de moi? » Je m'en souviens. L'article est sorti. Il est sorti aujourd'hui. Première page du Cahier Économie. Titre: Comment la conformité a sauvé une vente de 300 millions. Vous êtes l'héroïne de l'histoire. Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait mon travail. C'est exactement ce que vous avez dit dans l'article. La citation la plus partagée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens vous citent en exemple de la façon dont les experts devraient se valoriser. C'est surréaliste. C'est mérité. Au fait, j'ai reçu 12 demandes d'interview d'autres entreprises vous concernant. Intéressé? Pas pour le moment. Mais merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché et j'ai ouvert le site du journal. C'était là, avec une photo de moi en réunion du conseil. J'ai lu l'article en entier. Il était juste factuel, axé sur les leçons de gouvernance. Antoine était mentionné mais pas diabolisé. Édouard était cité sur les changements mis en œuvre. Et j'étais présenté non comme une victime ou une vengeresse, mais comme une professionnelle qui comprenait sa valeur. Les commentaires étaient fascinants. Cela devrait être enseigné dans toutes les écoles de commerce. Enfin, quelqu'un montre que la conformité n'est pas de la bureaucratie, c'est de la protection. Combien de carrières sont gâchées par des dirigeants qui ne comprennent pas ce qu'ils optimisent?
J'ai sauvegardé l'article dans un dossier spécial, non par vanité mais comme rappel, d'où j'avais commencé, où j'étais arrivé et à quel point tout avait changé parce que j'avais refusé d'accepter moins que ce que je méritais. Une semaine plus tard, j'ai donné ma première conférence en tant que directrice de la gouvernance d'entreprise. Un auditorium de 200 personnes, principalement des cadres et des professionnels de la conformité. Titre de la conférence: Construire une valeur non négociable. J'ai commencé par une histoire simple. Imaginez que vous passez 7 ans à construire quelque chose d'important. Puis quelqu'un décide que cela peut être optimisé, automatisé, externalisé. Que faites-vous? Quelques mains se sont levées. Une femme a dit se battre pour son poste. Un homme a dit chercher un autre emploi. Une autre personne a dit accepter et passer à autre chose. J'ai secoué la tête. Ce sont toutes des options valables, mais il y en a une autre. Vous construisez des structures qui rendent impossible d'ignorer la valeur de ce que vous faites. Pas seulement des structures de protection personnelle, des structures qui protègent la fonction, l'intégrité, le but. J'ai raconté l'histoire. Pas tous les détails, mais suffisamment. La clause 9.7, la restructuration précipitée, les conséquences inévitables. Quand j'ai terminé, le silence était profond. Puis une femme au fond a levé la main. Vous n'avez pas eu peur d'être vue comme difficile ou non coopérative? Toujours ai-je admis, mais j'ai réalisé quelque chose. Être vue comme facile, flexible, toujours disponible pour être optimisée, cela ne m'a pas protégé. En fait, cela a fait de moi une cible. Alors j'ai décidé que je préférais être respecté qu'aimé. Des applaudissements ont rempli l'auditorium. Puis, pendant les questions-réponses, un jeune cadre a demandé « Recommandez-vous à tout le monde de faire ce que vous avez fait ?» Non, ai-je répondu. Chaque situation est unique. Mais je recommande à tout le monde de comprendre sa valeur réelle, de documenter ses contributions, de construire des filets de sécurité professionnels et de ne jamais accepter d'être traité comme jetable quand on sait qu'on est essentiel. D'autres applaudissements. Quand je suis descendu de la scène, Hélène m'attendait. Vous êtes doué pour ça. Vous avez déjà une invitation pour une conférence internationale à Lisbonne le mois prochain. Je vais y réfléchir, ai-je souri. Ce soir-là, seul chez moi, je me suis assise sur le balcon avec un verre de vin et j'ai regardé les lumières de la ville. J'ai pensé à combien de personnes dehors étaient dans des situations similaires à celles que j'avais affrontées. Des professionnels compétents sous-estimés, écartés, optimisés. J'ai pensé à combien accepteraient, se résigneraient ou partiraient vaincus. Et j'ai pensé à combien pourraient faire différemment s'ils savaient que c'était possible. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes. J'ai commencé à écrire. Titre: 10 principes de la valeur professionnelle non négociable. 1. Documentez tout. 2. Construisez des structures qui vous survivent. 3. Connaissez votre valeur réelle, pas ce que les autres disent que vous valez. 4. Protégez votre fonction, pas seulement votre poste. 5. L'éthique n'est jamais négociable. 6. Le silence stratégique peut être plus puissant que la confrontation. 7. Les conséquences doivent être inévitables, pas des vengeances. 8. Construisez des filets de sécurité avant d'en avoir besoin. 9. Le respect se gagne, il n'est pas accordé. 10. Vous avez toujours plus d'options que vous ne le pensez. J'ai sauvegardé et je me le suis envoyé. Peut-être que cela deviendrait un article, peut-être un livre, peut-être juste un rappel personnel. Peu importait. L'important était que j'avais appris, survécu, prospéré. Mon téléphone a vibré. Message d'Antoine. Camille, merci de m'avoir donné une seconde chance. Je ne la gâcherai pas. J'ai répondu, je sais que non. Tout le monde mérite une chance d'apprendre de ses erreurs. Assure-toi juste que la leçon reste. Un autre message, cette fois d'Edouard. Le conseil a approuvé votre bonus d'intégration. Vous méritez chaque centime. Et plus important encore, vous avez changé cette entreprise pour le mieux. J'ai souri. Je n'ai pas changé l'entreprise, Edouard. L'entreprise a changé quand elle a enfin prêté attention à ce qui avait toujours été là. Le dernier message de la soirée venait d'Hélène. Camille, je viens de conclure 2 autres acquisitions. Les 2 ont spécifiquement demandé que vous supervisiez la due diligence de conformité. Vous êtes devenu un avantage concurrentiel. J'ai répondu, c'est ce que la conformité devrait toujours être. J'ai posé le téléphone et j'ai respiré profondément. L'air nocturne de Paris, toujours pollué mais en quelque sorte réconfortant, emplit mes poumons. J'avais commencé cette année en pensant que ma carrière était définie, stable, peut-être un peu monotone.
J'avais été secoué, défié, presque écarté, et j'en étais ressorti plus forte, plus claire sur ma valeur, plus déterminée à ne jamais accepter moins. Non pas parce que je cherchais à me venger, non pas parce que je voulais prouver quelque chose à quelqu'un en particulier, mais parce que j'avais enfin compris que ma valeur ne dépendait pas de la reconnaissance des autres. Elle dépendait de ce que je construisais, protégeais, défendais. J'ai levé mon verre de vin vers la ville en contrebas. À tous les professionnels compétents sous-estimés en ce moment, à tous ceux qui construisent une valeur qui n'a pas encore été reconnue, à tous ceux qui apprennent à se valoriser même quand personne d'autre ne le fait, et à moi-même, pour avoir appris la leçon la plus importante de toutes. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bruyant. Vous n'avez pas besoin d'être le plus agressif. Vous n'avez pas besoin de jouer salement. Vous avez juste besoin de construire quelque chose de si solide, de si essentiel, de si bien protégé, que cela ne peut pas être ignoré. Et puis, quand ils essaient de l'ignorer quand même, les structures que vous avez construites feront le travail pour vous. Silencieusement, inévitablement, parfaitement. Parce qu'au final, la meilleure vengeance n'est pas de faire quelque chose de spectaculaire, c'est de construire quelque chose de durable et de regarder ceux qui vous ont sous-estimé réaliser trop tard ce qu'ils ont perdu. J'ai fini mon vin, je suis rentré et je suis allé dormir. Demain, j'aurai une réunion à 8 heures, une conférence à 14 heures, une interview à 16 heures, un agenda rempli d'opportunités que j'avais créées, pas attendues. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce qui allait suivre. Parce que maintenant, enfin, j'écrivais ma propre histoire. Et c'était une histoire qui valait la peine d'être racontée. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Camille et son chemin pour reconquérir sa valeur vous ont touché. Pour continuer ce voyage d'histoire sur des professionnels qui ont découvert leur force et leur détermination, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi inspirants. Trouvez-la en cliquant ici à côté. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie professionnelle et personnelle, montrant que se valoriser n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Ne manquez pas nos prochains contenus. Laissez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment vous êtes-vous valorisé? Nous adorerions entendre votre histoire. À la prochaine narration, et souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, elle dépend de ce que vous construisez et protégez. Nous vous attendons.